En classe de première, j'ai deux de mes élèves qui sortent ensemble. Alors, le garçon, comme la gente masculine sait si bien le faire, il a plusieurs dossiers entre guillemets. Il faudrait que l'administration fasse son travail. Il faudrait que notre État, ceux qui nous gèrent, puissent. Les enseignants ne sont pas payés à leur juste valeur. Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu Davieya, je suis un homme ordinaire qui fait un métier extraordinaire. Bienvenue à notre émission Les Podcasts de Mathieu. Cette semaine, nous recevons Karine Gotonnier qui va nous parler de l'impact de la santé mentale dans l'éducation. Bonjour Karine. Bonjour Mathieu. Alors merci de t'être prêté au jeu de venir à notre émission Les Podcasts de Mathieu. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos nombreux spectateurs qui nous écoutent ce matin? Eh bien, merci de me recevoir, Mathieu. Je suis Ngotonnier Karine Vanessa. Je suis une enseignante en sciences de la vie et de la terre, éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie. Je suis diplômée de l'école normale supérieure de Yaoundé. Et en ce qui concerne la santé mentale, je suis membre de l'association camerounaise de lutte et de prévention contre le suicide et aussi de UEDA, qui est une organisation non gouvernementale qui lutte pour la promotion de la santé chez les jeunes. Alors tu as déjà un tout petit peu dévoilé le point, enfin l'aspect pour lequel je t'ai invité ce matin, parce que tu es effectivement dans une association qui traite des questions de santé mentale. Oui. Et je voulais que nous parlions de ce sujet pour plusieurs raisons, parce qu'il y a de la discussion que nous avons eue en off, il y a des éléments assez importants qui peuvent intervenir dans le cadre de l'éducation. Donc je voudrais que nous parlions avec toi de l'impact de la santé mentale dans l'éducation. Mais avant d'arriver à cette question, je veux te demander, c'est quoi aujourd'hui l'abréviation SVT? Elle a changé, pourquoi il y a eu cette évolution? Eh bien, cette évolution est due au système qui a évolué. Nous sommes passés de l'approche par objectif à l'approche par les compétences. Alors, on est quitté de sciences de la vie et de la terre à sciences de la vie et la terre, éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie. D'accord, très bien. Par rapport à la question de la santé mentale, qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce qu'il y a un élément spécifique? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser, toi, professeur de lycée, à cette question de la santé mentale? Est-ce qu'il y a un événement empirique? Est-ce qu'il y a quelque chose spécifiquement que tu peux mettre en avant qui t'aurait donc poussé à t'intéresser à ce type de questions? Oui, Mathieu. Déjà, depuis toute petite, j'ai toujours de l'empathie pour autrui. Donc ça, c'est naturel. J'ai toujours de l'empathie pour autrui et coïncidence ou pas, autrui s'est toujours facilement confié à moi. Alors, en écoutant autrui, quand on écoute beaucoup, on se rend compte que la santé qui est mentale, à l'époque bien sûr je ne mettais pas le terme mental dessus parce que j'étais encore plus jeune, mais la santé mentale, elle impacte énormément dans la vie d'autrui. Elle impacte même sur tous les plans de notre vie. Et pour l'événement spécial, c'est un peu délicat, mais bon, j'ai toujours, en grandissant par rapport à la moyenne, en termes de taille, j'ai toujours été plus grande que la moyenne. Alors, en étant à l'école, c'est quelque chose qu'on m'a toujours appelé. Vous savez, les termes qu'on utilisait, longo, girafe et autres, ça fait que j'ai développé ce complexe-là. Et ce complexe m'a beaucoup affecté psychologiquement, ce qui fait que, au niveau de mon comportement à l'école, il y avait un impact vraiment négatif. J'avais du mal à rester avec les autres, j'étais beaucoup plus introvertie, etc. Alors, ça m'a mené à m'intéresser, comme tu disais, de plus en plus à la santé mentale. D'accord, ça c'est une expérience particulière et intéressante. Je dois avouer que c'est un point quand même qui marque aujourd'hui les élèves. Parce que j'ai écrit récemment un livre sur la question de la violence en milieu scolaire. Et une fois, je m'entretenais avec un monsieur, un responsable, un chargé de la coopération éducative. Et il me disait que le milieu éducatif, enfin le milieu des enfants est extrêmement violent. C'est-à-dire on ne se rend pas compte de comment les enfants sont facilement capables de donner des surnoms à leurs camarades et parfois ça entraîne même souvent d'autres enfants à décrocher, c'est-à-dire que l'enfant du jour au lendemain se lève et dit qu'il veut partir à l'école. Le parent ne sait pas pourquoi,
Parce qu'effectivement, à l'école, il est hué, ses camarades se moquent de lui. J'ai même pas envie de dire les différents noms que moi m'a donné jusqu'à l'université. Et donc, c'est un problème qui, je pense, qui est assez important. Mais moi, quand j'ai voulu parler de la question de la santé mentale avec toi, il y a une actualité. L'actualité, c'est celle des résultats du bac de cette année. Je pense que, tout comme toi, tu as dû voir ces vidéos qui ont circulé où certains enfants, parce qu'ils n'ont pas réussi, ont tenté de se suicider. Qu'est-ce que toi, ce type d'actualité suscite en toi quand tu vois des enfants qui, parce qu'ils n'ont pas réussi leur examen, tentent de se suicider? Est-ce qu'il y a pour toi des formes d'accompagnement finalement qu'il faudrait que les parents fassent, ou alors la communauté éducative de façon globale, pour que ce type d'acte n'arrive plus? Oui, évidemment, ce type d'acte provoque beaucoup de désolation chez moi. Comme je disais, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les autres et l'ironie a fait que je travaille dans le cadre de l'éducation. Je travaille avec ces enfants au quotidien. Oui. Alors c'est difficile de voir un enfant aller vers la solution du suicide face à un échec. Maintenant, il faut savoir que c'est à cause d'un ensemble de choses. C'est à cause d'un ensemble de choses, notamment l'un des plus importants, c'est l'encadrement de l'enfant. Peut-être que je vais commencer par la fin, mais lorsqu'un enfant échoue, il se retrouve dans une situation où il a l'impression qu'il est un vaurien, qu'il est un feignant et qu'il ne peut accéder à rien de mieux. Oui. Et cela est beaucoup dû à la manière dont son entourage réagit. Oui. À la maison, nous sommes des Africains. Chez nous, on ne sait pas te caresser dans le sens du poil. Quand l'enfant va échouer, on va t'isoler, on va t'insulter, on va te comparer aux autres. Qui ont réussi. On va te comparer aux autres qui ont réussi. On va te faire l'apologie de tous tes défauts, de tout ce qui est négatif. Alors, c'est déjà un problème parce que l'entourage proche, notamment les parents, la famille, c'est le système de soutien, le CFE, système de la personne. En plus de ça, il faut ajouter les critiques des camarades, des élèves, les moqueries de ceux-ci. Les moqueries de ceux-ci, ça ajoute encore au problème. Alors l'enfant qui, malgré ce qu'on voit aujourd'hui, malgré la jeunesse qui donne l'impression d'être tellement émancipée qu'elle peut tout gérer, en réalité, ils ne savent pas gérer leurs émotions. D'où on va se retrouver avec des enfants qui, sur le moment, se disent « il faut que je sorte de cette sphère ». Et le seul moyen de le faire, c'est la solution facile, en montant la vie. Oui. Et moi, ça me rappelle quand même une situation, lorsque je ne sais pas si tu as fait ton secondaire sans reprendre une classe. Moi, j'ai eu... mon secondaire était pratiquement parfait, sauf que je suis arrivé en terminale C, et j'ai échoué le bac. Et lorsque je rate le bac, mon père me dit « si tu échoues encore, je te mets dehors ». Donc, il n'a pas, effectivement, comme tu parlais de caresser dans le sens du poil, il ne m'a pas dit, bon voilà, tu n'as jamais échoué, il faut que tu te remettes au travail et tout. Ben, il m'a dit, non, si tu échoues encore ici, moi je te fous à la porte. Et donc, c'est quand même des situations effectivement qui interpellent. C'est des situations effectivement qui interpellent. Il y a un niveau d'encadrement qu'il faut que les parents, un type d'encadrement qu'il faudrait que les parents apportent aux enfants dans ces situations précises. Et quel est donc finalement pour toi l'impact de la santé mentale à l'éducation aujourd'hui à partir de cette actualité de façon globale, s'il faut construire un discours sur l'impact de la santé mentale à l'éducation aujourd'hui? D'accord. Déjà, il faudrait savoir que la santé mentale, c'est un état de bien-être. C'est un état de bien-être d'une personne, d'un individu qui lui permet de réaliser son potentiel, d'affronter le stress, les difficultés normales de la vie quotidienne et d'apporter une contribution dans sa communauté. Alors dans le contexte de l'éducation, la santé mentale a un impact très important parce que la santé mentale d'un enfant, d'un élève va impacter, autant pour moi, désolé pour la répétition, va impacter sur ses résultats.
elle est même essentielle. Si elle n'est pas bonne, l'enfant peut se retrouver avec des résultats qui sont vraiment négatifs. Et si elle est positive, si elle est saine, l'enfant peut se retrouver avec de très bons résultats. Notamment, on a les effets de la santé mentale. La santé mentale affecte au niveau de l'apprentissage, elle affecte sur la concentration, sur la motivation de l'élève au niveau de l'école. L'anxiété et le stress qui peuvent être dus à la santé mentale de l'élève peut impacter aussi, elle peut impacter sur ses résultats. Et aussi, comme je disais, j'insiste, c'est l'encadrement. L'encadrement au niveau de l'éducation. Je voudrais signifier le fait que dans l'éducation, je ne mets pas uniquement le corps enseignant et administratif. Dans l'éducation, je mets aussi les parents. Les parents interviennent dans l'éducation. Donc l'encadrement au niveau éducationnel aussi a un impact. S'il est bon, il aura l'impact positif, forcément les bons résultats, ce qu'on attend. Et s'il est mauvais, les mauvais résultats. D'accord. Je sais que ce n'est pas en train de distribuer les bons et les mauvais points, mais finalement, à qui revient la faute? Si je peux parler de faute, est-ce que c'est à l'administration scolaire? Est-ce que c'est aux parents? Est-ce que c'est l'environnement de façon globale pour traiter de l'impact de la santé mentale dans l'éducation? Tu sais, Mathieu, nous évoluons dans une société très complexe. Nous évoluons dans une société très complexe, une société qui se veut évoluer le 21e siècle, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a accès à toutes sortes d'informations, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. On a accès à cela et les enfants absorbent ces informations. Donc déjà, étant donné que quand les enfants absorbent ces informations, ils ne sont pas forcément outillés pour les gérer. D'où l'encadrement est très important. L'encadrement au niveau de l'éducation est très important. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de coupable? Est-ce qu'on peut vraiment parler de coupable? Coupable, c'est, je ne sais pas, c'est très... Oser, c'est trop dire. C'est peut-être trop dire coupable, parce que personne ne veut l'échec. Personne ne veut que l'enfant ne soit pas bien dans son environnement. Disons qu'on va parler de responsables. Parlons de responsables. Les premiers responsables, à mon avis, la chaîne est longue. Les premiers responsables, à mon avis, déjà sont les parents. Parce que les parents, ce sont les premières personnes auxquelles les enfants ont accès. Les parents sont les personnes auxquelles les enfants font confiance. Ce sont les premiers acteurs de l'éducation, parce que le parent à la maison, il doit éduquer son enfant à la citoyenneté, à la vie en société. C'est la base, n'est-ce pas? C'est déjà la base. Bonjour, bonsoir, être poli, savoir respecter l'espace d'autrui, savoir sanctionner l'enfant quand il se comporte mal, etc. etc. Savoir contrôler l'enfant, etc. au niveau de ses études. S'il faut continuer, puisque nous sommes dans les coupables, on continue, on va au niveau de l'administration, n'est-ce pas, au niveau de l'administration scolaire. L'administration scolaire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est forcément parce qu'il faut calquer ce qui se passe à l'extérieur, mais je trouve qu'elle est devenue très laxiste. Très laxiste. Les enfants aujourd'hui sont des rois à l'école, alors qu'avant, les enfants étaient vraiment les apprenants. C'était à l'enseignant qu'on donnait les lettres de noblesse. On savait que l'enseignant était la personne qui était supposée montrer le chemin. Mais aujourd'hui, les enfants sont les rois. Je prends un exemple simple, on a enlevé le fouet à l'école. Je sais que le fouet, n'est-ce pas, le fouet n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais dans notre encadrement, on dit qui aime bien, châtie bien, n'est-ce pas? Donc quand je parle de fouet, je vais parler de la punition proprement dite. On ne punit plus les enfants. Je vais vous prendre un exemple simple. Au sein peut-être de notre établissement, l'une des prérogatives qui venait d'en haut, quand on fait l'Assemblée générale, on nous fait savoir... quand les enfants, on trouve qu'il y a trop d'enfants qui errent dans la cour.
n'est-ce pas, qui errent dans la cour de l'école pendant les heures de cours, n'est-ce pas. Il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça parce que ce n'est pas bon pour les enfants, l'État ne veut pas cela. Or, ces enfants errent pourquoi? Parce que un enfant, par exemple, on a donné l'exercice à faire. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait ces exercices. Alors, quand vous arrivez en salle de classe, sortez l'exercice. Il y a 10 élèves qui ont fait l'exercice. Il y a le reste qui n'a pas fait l'exercice. Il y a le reste qui n'a pas fait l'exercice. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse. On va vous dire au sein de l'administration que laissez tous les enfants en salle. Alors, quand on laisse tous les enfants en salle, quel est le message qui passe chez ceux qui ont fait l'exercice? Ils comprennent que, en fait, que je fasse mon exercice ou que je ne fasse pas mon exercice, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Vous voyez que ça baisse déjà l'estime que l'enfant a par rapport à son apprentissage. Donc c'est un problème. Il faudrait que l'administration en amont fasse son travail. Qu'on remette sur pied les sanctions qui sont nécessaires. Et aussi, il faudrait que notre État, ceux qui nous gèrent, puissent bien s'occuper de ceux qui gèrent les apprenants. Tu es sans ignorer le mouvement qui se passe depuis quelques années, le mouvement OTS, qui crée des problèmes. Il est dû à quoi? C'est dû au fait que les enseignants ne sont pas payés à leur juste valeur, ou plutôt selon ce qui est écrit dans les tests. Ça fait que les enseignants aussi à leur niveau, avec le système OTS, ils désertent les classes. Et forcément, s'il n'y a pas d'enseignants pour encadrer les enfants, c'est aussi un problème au niveau des résultats. Donc c'est vraiment une chaîne. Et à la fin, on a l'élève lui-même. On a l'élève lui-même. Je ne sais pas, on aimait l'école avant. Aujourd'hui, c'est comme si l'école est devenue un passe-temps. Et comme je disais, avec l'avènement des réseaux sociaux, où on vous montre que tu as fait l'école ou pas, il suffit d'un buzz pour devenir célèbre, pour avoir de l'argent. Alors, peut-être il faudrait diminuer l'accès à ces réseaux sociaux-là. Moi, je ne vais pas entrer dans les solutions directement. D'accord. Je fais juste une parenthèse qui m'amuse. Je suis sûr que mon équipe me tirera dessus après. J'ai écouté hier, comme tu parlais de réseaux sociaux, une vidéo de quelqu'un qui est... je ne sais pas si je veux le traiter d'influenceur, mais c'est un entrepreneur, Claudel Nubissi, et qui disait justement, alors qu'il était en train de... Il faisait sûrement une conférence et on a fait un shot. Il disait que on le traite beaucoup trop de bavard sur les réseaux sociaux parce que voilà, il est tout le temps en train de faire des vidéos. Et il disait, si lui, ou alors si les gens comme lui ne font pas les vidéos pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir parler des sujets autres que danser, bouger les fesses et autres, nos enfants qui eux ont les téléphones, qui sont d'une façon ou d'une autre obligés de se connecter sur ces réseaux-là, ils vont regarder qui? Ils vont effectivement être influencés par ces influenceurs-là. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre sur pied cette plateforme. Parce que pour moi, c'était un moyen de pouvoir communiquer, de pouvoir faire savoir qu'au-delà de tout ce qui est parfois beaucoup trop dans les envolées ludiques qui ne sont pas nécessairement des choses éducatives, il y a des sujets importants à porter sur la place publique et qui peuvent captiver et qui finalement peuvent instruire nos jeunes enfants. Et c'est bien entendu dans cette même mesure-là que j'ai écrit le dernier ouvrage, Traité de non-violence à l'école, on en a discuté en off, qui va bientôt sortir, où justement l'un des constats que je faisais, tu parlais de la place de l'enfant tout à l'heure dans ce processus-là, de l'apprenant, pardon, dans ce processus-là, où justement le constat que je faisais était lié à l'accentuation de la consommation des drogues en milieu scolaire. Et je me disais que c'est un phénomène qui accentue de façon globale la question de la violence en milieu scolaire. Est-ce que pour toi finalement, parce que certaines études lient cette consommation, cette accentuation de la consommation des drogues en milieu scolaire à un trouble mental. Est-ce que finalement pour toi, ces dérives qu'on observe là à l'école participent aussi de l'impact de la santé mentale dans l'éducation? Eh bien, la consommation excessive de drogue, abusive de drogue, a été constatée
au sein de nos établissements, malheureusement. Et nous savons que la drogue, ces substances psychoactives ont des effets d'excitants sur le système nerveux, mais de façon négative. Parce que lorsqu'un enfant va prendre de la drogue à répétition, ça va aller changer son système cognitif et ça va lui donner l'impression qu'il peut tout faire, qu'il peut tout se permettre sans impunité. Donc, on se retrouve donc malheureusement dans ce système-là où un enfant, quand il a déjà pris sa drogue, il est à même de gifler un enseignant, il est à même d'insulter un enseignant, il est à même de provoquer une bagarre au sein de son établissement avec l'un de ses camarades. C'est vraiment déplorable et c'est clair, ça accentue excessivement la mauvaise santé mentale des enseignants et donc par ricochet les mauvais résultats. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Je pense que c'est un sujet assez important. Mais j'ai envie de te demander à quand ton premier livre sur ce sujet? Mathieu, on va d'abord commencer par lire le tien. Ah oui, le mien est déjà disponible, merci beaucoup. On va commencer par lire le tien, en faire la publicité, en espérant que ça aura l'impact recherché. Oui, je pense, je pose cette question en riant parce que pour moi, je pense que c'est important de communiquer. Quand on a, tu es déjà dans une association, c'est bien, mais il faut vraiment pouvoir communiquer sur ces questions-là pour sensibiliser le maximum de personnes. Et pour conclure, quel est ton mot de fin? Est-ce que comme ça tu as des solutions que tu peux formuler, ou alors est-ce que tu as des messages que tu peux passer à cette jeunesse-là, à ces apprenants qui parfois étant souvent découragés par des mauvais résultats, ou alors étant pris dans l'ancrage des mauvaises compagnies, se retrouvent en train de consommer des drogues et avoir des troubles mentaux et puis finalement se retrouvent soit dans les hôpitaux et autres. Quel est le conseil que toi finalement tu peux donner à cette jeunesse-là pour conclure? D'accord. Déjà, comme conseil, ce que je peux dire à nos jeunes apprenants, ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est déjà l'échec n'est pas une fatalité. Que ce soit au niveau scolaire ou bien au niveau professionnel, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec fait partie du processus d'évolution, il fait partie du processus de développement personnel. Alors, quand vous faites face à un échec, essayez d'encaisser le coup et si c'est difficile, parlez-en à un proche. Si vous vous rendez compte que votre proche n'est pas assez réceptif à votre problème, dirigez-vous vers des professionnels. C'est à ça que servent les services d'écoute, par exemple, les services d'écoute mis sur pied par des associations comme l'Association camerounaise de prévention et de lutte contre le suicide. Il est question d'aller il y a des professionnels qui sont là, qui sont prêts à écouter. Et pour continuer dans les solutions, j'aimerais préconiser l'écoute. L'écoute déjà pour nous tous qui sommes acteurs de la société. On parle beaucoup, Mathieu, on parle beaucoup mais on écoute peu. Alors que parfois ce dont les personnes ont besoin c'est juste d'une oreille attentive. Le simple fait de s'asseoir et d'écouter une personne parler, d'écouter une personne raconter ses déboires, ça résout 50% du problème. Ça résout 50% du problème. Alors, pour revenir vers les parents doivent faire attention à leurs enfants. Les parents ont démissionné. Reprenez votre rôle en main. C'est le parent qui commence à éduquer l'enfant. Quand ton enfant rentre à la maison, demande-lui comment s'est passée l'école. Tu as même fait quoi à l'école? Apporte-moi tes cahiers un peu, je vérifie si vraiment tu y étais. Et que tu as effectivement fait les cours. Je me rappelle, nous quand on était plus jeunes, quand le papa venait fouiller le cahier, s'il y avait une page qui n'avait pas tous les écrits, tu devais expliquer pourquoi est-ce que ici il y a les écrits, là-bas il y en a, mais la page du milieu, il n'y en a pas. Ça fait que l'enfant forcément, dans le système de respect du parent, de crainte même entre guillemets, il aura peur. Même celui qui veut déserter à l'école, il va penser que, aïe,
Quand je vais rentrer, le père là va encore fouiller mon cahier. Donc même s'il n'est pas attentif pendant que l'enseignant est en train de faire cours, il va s'arranger à recopier tout le cours là. Et le fait est qu'il y a plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire visuelle. En recopiant le cours là, même s'il n'est pas attentif, il est en train de retenir. Et forcément, ça peut aider à améliorer ses résultats plus tard. Donc déjà, comme je disais, à la maison, que les parents fassent leur boulot. Les parents doivent faire leur boulot. Et quand un parent constate que les résultats de son enfant, malgré tout le travail qu'il effectue, n'est pas bon, qu'il se rapproche de l'école. Donc, il s'agit aussi de travailler en synergie avec les enseignants, avec l'école. Savoir, ça se passe comment là-bas. Est-ce qu'au sein de l'école, il peut découvrir, est-ce qu'au sein de l'école, mon enfant ne se retrouve pas peut-être dans une situation où il se sent frustré? Parce qu'il y a des enfants qui travaillent, qui sont doués, mais parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, comme une anxiété énorme. Vous pouvez vivre des situations difficiles au sein de l'école et n'en parler à personne. L'enfant peut vivre des situations difficiles et n'en parler à personne. Des situations qui le bloquent. Oui. Vous voyez un peu. Alors le fait d'en parler, ça aide. Ça c'est au niveau des parents. Et puis les enseignants prennent le relais. Déjà, respecter la didactique, la pédagogie, n'est-ce pas? La pédagogie telle qu'elle est bien enseignée comme il se doit, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, on a ce travail de transmettre les connaissances, mais on a aussi ce travail d'encadrer les enfants sur le plan psychologique. Je vais te prendre un exemple simple. En classe de première, j'ai deux de mes élèves qui sortent ensemble. Alors, le garçon, comme la gente masculine sait si bien le faire, il a plusieurs dossiers, entre guillemets, permets-moi le terme. Quand la jeune fille découvre cela, la jeune fille à qui l'aime vraiment découvre cela, elle coupe les ponts, elle ne veut plus lui parler, elle ne répond plus à ses messages, rien. Je constate que comment est-ce que je m'en rends compte? C'est parce que mon élève est bon d'habitude, mais je constate que ses résultats ont diminué. Je l'appelle, je lui dis, mais c'est comment? Pourquoi tu veux me souiller? Quel est le problème? Il se confie à moi, il me dit voilà. Je lui dis ok, je comprends ton problème. Tu es amoureux, même comme tu t'es mal comporté. Bon, nous sommes à 2 mois du probatoire. Supposons que la fille ici ne te pardonne pas et rien du tout. Tu échoues le probatoire, elle passe le probatoire. Tu crois que c'est qui aura perdu entre vous deux? Tu auras perdu ta copine, tu auras échoué ton examen. Donc moi ce que je te propose c'est que pour les 2 mois-ci, concentre-toi un peu sur l'examen. Comme ça au moins tu passes l'examen. Après tu vas voir, peut-être avec le bac, elle sera plus sûre et ça va aller. Ironie du sort, il m'écoute, il passe le probatoire, la jeune fille échoue le probatoire. En terminale, il vient me voir que oh madame, je ne la gère plus. Voilà, je ne suis plus avec elle, elle a même échoué en plus. Madame, merci, vous m'avez sauvé et tout ça. Vous voyez, ça fait partie de l'encadrement. Encadrons nos élèves. Et plus en amont, vraiment, nous demandons à l'État du Cameroun de bien gérer les enseignants. Parce que quand vous êtes bien payé, ça vous motive à mieux travailler. D'accord, merci beaucoup. C'est sur cette note que nous allons mettre fin à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode des podcasts de Mathieu. Ciao!